Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler de la compétence habitat ce matin en découpant cette webconférence en quatre parties en fait. Je vais faire une présentation assez générale de la compétence habitat dans son contexte intercommunal, hein, donc la compétence habitat des intercommunalités, des communautés, euh, en évitant peut-être le sujet francilien qui devrait faire à lui tout seul l'objet d'une webconférence. Pardon. On regardera ensuite le déploiement de cette compétence habitat de façon générale en exploitant avec Anne-Catherine Ledeuf une étude très riche qui avait été faite sur les PLH, qui permet de voir un peu comment se déploie la compétence habitat dans les territoires. Et puis on illustrera, il y aura une séance de questions à ce moment-là, et on illustrera le tout avec deux témoignages de collectivités qui sont très investies dans ces compétences habitat, dans des contextes très différents. La métropole de Nice et la communauté d'agglomération maintenant de Caux-Vallée de Seine. Voilà. Comment est-ce que les diapos se déroulent? Si vous voulez, je le fais. C'est sur la petite flèche. Normalement, vous avez juste à prendre la petite souris là. Et vous voyez les petites flèches au bas. Non. C'est pas grave. Alors, on a un tout petit souci de présentation. On a une petite seconde. Et moi, je les vois pas, là. Non, non, en fait, elles sont directement projetées sur le PowerPoint que vous avez. C'est ça? Oui, et là, je l'ai fermé. Voilà. Donc, je demande une petite seconde à nos participants à distance. On remet tout en ordre de marche. Voilà. Donc là, vous avez les petites flèches et vous avez juste à cliquer dessus. Avec cette petite souris. Vous voyez les petites flèches là? D'accord, ça y est. C'est bon pour vous? Ok. Donc, je vais partir là-dessus. Et ce sera pareil pour vous, Madame Ledeuf. Alors, ce qu'on peut dire sur la compétence habitat, c'est que le logement, le fait d'intervenir sur le logement, l'intervention publique en matière d'habitat, hein, est très très longtemps restée une compétence, il est encore d'ailleurs d'une certaine façon centralisée, bien que son application soit locale, c'est dans les territoires que les choses se passent. Ce qu'on observe toutefois, c'est qu'au cours des 10 dernières années, il y a eu un transfert progressif de cette compétence vers les territoires, et ce transfert progressif de la compétence vers les territoires, il s'est organisé principalement autour de deux outils, qui sont deux outils essentiels en matière de politique locale de l'habitat. Le PLH, d'abord, qui est un document stratégique de programmation à visée politique et opérationnelle. C'est la réponse locale aux obligations nationales, notamment aux obligations nationales en matière de production de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU. C'est un document qui a été mis en place en même temps que les grandes lois de décentralisation dans les années 1980, mais c'est vrai que c'est longtemps resté un document de programmation assez peu prescriptif sur les territoires, et cette volonté de rendre le PLH plus prescriptif a donné lieu à de nombreux textes qui sont venus progressivement enrichir la capacité d'action du PLH, la renforcer de façon à ce qu'il soit de plus en plus en lien avec des réalités opérationnelles. On peut dire assez clairement que le PLH, c'est la pierre angulaire des politiques locales de l'habitat, et que la compétence habitat, elle s'organise autour de ce PLH, elle est intimement liée, c'est vraiment l'ADN de cette compétence. Le PLH, pour mémoire, il est obligatoire pour l'ensemble des EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire communautés et métropoles, dès lors qu'elles ont plus de 30 000 habitants et qu'elles disposent d'une ville-centre de plus de 10 000 habitants. Ça fait, avec l'évolution de la carte intercommunale au 1er janvier 2017, un nombre très important d'intercommunalités finalement sur le territoire national qui sont désormais obligées de mettre en place ce PLH. Le deuxième outil qui structure cette compétence,
c'est la délégation des aides à la pierre qui intervient à partir de 2004 et qui va marquer un réel début de la prise en main de la compétence habitat avec les intercommunalités. Pour mémoire, c'est un dispositif contractuel passé entre une intercommunalité et aussi un département, mais là on est vraiment très centré sur les intercommunalités ce matin, dans le cadre d'une convention renouvelable, d'une durée de 6 ans qui est renouvelable, et surtout ça permet à la collectivité signataire, donc délégataire des aides à la pierre, le pilotage des aides directes de l'État en faveur du parc public et du parc privé. Ça concerne, tel que c'est listé ici, la construction, la réhabilitation, la démolition des logements sociaux, les actions en faveur du parc privé, rénovation, l'ensemble des actions en faveur du parc privé en articulation avec l'ANA, et puis la question de la création des places d'hébergement. Donc ça touche à d'importants domaines d'intervention de l'habitat. Cette délégation des aides à la pierre, elle s'est déployée assez fortement en 2005 et 2006. Maintenant, la plupart des grandes agglomérations sont délégataires des aides à la pierre. C'est donc à partir de ces deux outils que va s'organiser la compétence habitat. Alors, il y a quelque chose qui est important peut-être à dire, c'est que quand on parle de compétences habitat, finalement, de quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'on mélange à la fois une approche juridique et puis des éléments plus opérationnels sur ce qui se passe dans les territoires, sachant qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent bien évidemment dans le domaine de l'habitat. Alors, sans que ce soit très juridique, sans que mon propos soit très juridique, on peut dire que la compétence, c'est la capacité d'une collectivité à intervenir dans un domaine bien précis, dans un domaine bien identifié. Les activités, pour mémoire, des intercommunalités, c'est-à-dire des communautés, des métropoles, des EPCI au sens large, reposent sur un principe de spécialité. C'est un principe de base de l'intercommunalité, c'est-à-dire qu'elle n'exerce que les compétences qu'on leur a attribuées, contrairement à la commune et aux communes qui, elles, disposent d'une clause de compétence générale et qui peuvent intervenir sur un nombre très très large de domaines dès lors que ça concerne leur territoire. Cette capacité à intervenir des communautés ou des métropoles, elle peut être liée à différentes données, différentes thématiques en fait. Elle peut être liée à leur statut, au titre de leurs compétences obligatoires, on va les regarder tout de suite, qu'il s'agisse de communautés d'agglomération, CA, communautés urbaines, des CU, ou encore les métropoles ou les communautés communes pour lesquelles là, les compétences sont facultatives. Cette capacité à intervenir, elle peut résulter du transfert d'une compétence, donc des communes vers l'intercommunalité. On est bien là dans l'expression du principe de spécialité. C'est le cas sur un certain nombre de compétences. Je pense en particulier récemment à la compétence habitat indigne avec les possibilités qui ont été ouvertes par la loi Allure en matière de police spéciale sur l'habitat indigne. Ça peut être aussi le fait du législateur, la loi qui dit c'est à ce niveau qu'on va intervenir, donc au niveau intercommunal. C'est le cas notamment avec la loi Allure dans le cadre, et la loi égalité-citoyenneté dans le cadre des attributions de logement, où là le législateur désigne l'intercommunalité comme étant l'échelon d'intervention et lui donne des obligations réglementaires, ou c'est le cas d'un transfert d'une compétence qu'a l'État vers les intercommunalités qui peuvent ou pas s'en saisir. C'est le cas de la délégation des aides à la pierre. On voit bien qu'il y a différentes façons de mobiliser cette capacité à intervenir. Et puis en matière d'habitat, il ne faut pas perdre de vue le fait que ce domaine d'intervention est extrêmement vaste et qu'il fait intervenir de multiples acteurs. Les compétences, du coup, en matière d'habitat au niveau local, elles peuvent être exercées dans la relation commune-communauté, soit à titre exclusif, souvent le CGCT, le Code général des collectivités locales, dit en lieu et place des communes, donc on est bien là dans le registre du titre exclusif,
mais elles peuvent être aussi partagées, et c'est là où c'est parfois un peu plus compliqué. On évoque à ce moment-là la notion d'intérêt communautaire. Pour mémoire, l'intérêt communautaire, c'est le moyen pour un certain nombre de compétences de laisser, de partager, de désigner la ligne de partage entre ce qui va être exercé au niveau communal, les actions qui seront conduites au niveau communal, souvent des actions dites de proximité, et ce qui va remonter à l'échelle intercommunale, les missions qui nécessitent d'intervenir sur un échelon plus large, périmètre plus important, avec une capacité, une volonté de coordonner des actions sur une plus grande échelle. L'intérêt communautaire, il est défini par le conseil communautaire. Cette notion d'intérêt communautaire, elle est importante, notamment pour les communautés de communes, on va voir tout de suite. Et puis, gardez également à l'esprit que la compétence habitat, elle peut être exercée par différents niveaux de collectivité. Les départements gardent une compétence et des interventions fortes et très importantes dans le domaine de l'habitat. Les régions qui vont avoir à monter notamment les CTAP, les conférences territoriales de l'action publique, auront aussi un regard sur ce qui peut se passer en matière d'habitat. Dans l'élaboration des politiques de l'habitat, un certain nombre de territoires bénéficient, et il faut s'en féliciter, de l'aide conjointe de plusieurs niveaux de collectivité. Les départements aident de façon importante les territoires, en particulier les territoires ruraux, mais les régions également. Donc on est sur un sujet où on voit bien que les choses s'articulent, peuvent se superposer, que les frontières ne sont pas toujours extrêmement clairement délimitées. Ce que je vous propose dans les maintenant, c'est de regarder. J'ai peut-être une possibilité de vous faciliter la vie. Je vous mets une petite seconde. Voilà, ça sera tout simple jeu. Et si vous voulez pointer quelque chose, vous pouvez utiliser cette petite flèche. D'accord, c'est formidable. Et sinon, vous allez d'accord, je vais m'y retrouver beaucoup mieux. Voilà, ce sera plus simple, je pense. Plus confortable, parce que sinon, je suis obligée de suivre sur deux écrans en même temps, ce qui n'est pas facile. Donc, je laisse Madame Delpech reprendre. Voilà, donc je reprends, voilà. Alors, en matière de compétences habitat, on comprend bien que parallèlement finalement aux impératifs de production d'habitat social, de mixité, de cohésion sociale et territoriale sur les territoires, et à la façon dont l'État va de plus en plus s'appuyer sur les territoires pour développer des politiques nationales à déclinaison locale, il y a deux mouvements parallèles qui vont s'enclencher. Et qui vont finalement s'auto-alimenter. Il y a un premier mouvement qui est lié au renforcement de l'intercommunalité, des compétences intercommunales et à l'achèvement de la carte intercommunale en lien avec les lois de décentralisation. Ce mouvement-là, il est marqué par une très très forte montée en compétences des intercommunalités autour des 10 dernières années. Vous voyez qu'un certain nombre de lois sont ici énumérées. L'idée n'est pas de rentrer dans le détail, mais simplement de dire que ce mouvement, il est à la fois quantitatif et qualitatif. Quantitatif parce que les intercommunalités vont couvrir complètement, et c'est le cas maintenant depuis 2016, le territoire national. Donc il n'y a plus de communes isolées, y compris en Île-de-France avec un traitement spécifique qu'on n'abordera pas dans cette web conférence, et qualitatif parce que, au fur et à mesure, l'intercommunalité s'enrichit en compétences nouvelles dans tous les domaines, de l'environnement, développement économique, les compétences y compris de proximité et bien évidemment des compétences qui concernent l'habitat, mais s'enrichit aussi sur elle-même puisque le législateur a à plusieurs reprises poussé l'intercommunalité à s'améliorer dans sa propre définition pour en faire des communautés plus importantes, revoir les catégories, pousser le fait urbain avec la création des métropoles. Donc l'intercommunalité est dans un mouvement d'enrichissement et de progression permanente. On peut dire que on est arrivé au 1er janvier 2017 avec la nouvelle carte intercommunale qui divise par deux le nombre d'intercommunalités, vraisemblablement à un seuil, et qu'il faudrait maintenant que le législateur marque une pause pour qu'on prenne le temps d'installer correctement ces nouveaux territoires, les fusions ayant entraîné quand même
un certain nombre de difficultés et de perturbations. Maintenant, il est temps de repartir vers autre chose. Je ferme la parenthèse. Ce qui est certain, c'est que l'intercommunalité est, dans tous ces textes, reconnue comme la bonne échelle d'intervention pour piloter, coordonner les politiques de production de logements et de cohésion sociale sur les territoires. Parallèlement à ce mouvement-là, il y a toute une série de textes et de lois spécifiques en faveur de l'habitat qui prennent appui sur ces nouveaux acteurs pour donner du contenu à la compétence habitat. Là encore, une énumération de toutes ces lois, mais on voit à quel point elles sont vraiment prolifiques, hein, de NL en 2006, en passant par le DALO, la loi Engagement national pour le logement, la loi MOL, la loi Allure et tout récemment la loi Égalité Citoyenneté. Toutes ces lois ont vocation à systématiquement nourrir, enrichir, développer soit des interventions spécifiques, soit ce qu'il faut faire en matière de PLH, parfois d'ailleurs à l'excès parce que la loi intervient dans des détails qui seraient plus finalement de l'initiative locale, hein, mais multiplie les obligations en direction des intercommunalités et d'autres acteurs dans le domaine de l'habitat. Ce qu'on note, c'est que les intercos, notamment donc avec le PLH et la délégation, sont en position de chef de file sur ces politiques, tout en laissant d'ailleurs des obligations de production à l'échelle communale. Hein. Je pense en particulier au quota SRU 20 ou 25% qui restent sur cette échelle communale. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est assez rapidement alors oui, pardon. La montée en compétence des intercommunalités, mais j'ai déjà dit beaucoup de choses, hein, l'achèvement de la couverture intercommunale, la nouvelle organisation du territoire avec les lois de décentralisation et la création des métropoles, l'abaissement du seuil de création des communautés urbaines, la création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016, qui va être un élément très important concernant le déploiement de la politique habitat sur la région capitale, en s'appuyant sur les établissements publics territoriaux qui sont appelés à intervenir de façon très importante, même si aujourd'hui la répartition des compétences entre la métropole et les EPT et les communes reste à définir, notamment tant que l'intérêt métropolitain ne sera pas clairement établi. Le transfert donc, des compétences aux intercommunalités dans de très nombreux domaines, et puis ces effets de fusion que j'évoquais tout à l'heure pour les communautés. Donc tout ça, bien évidemment, va avoir des conséquences sur les compétences habitat. Et alors maintenant, ce que je vous propose, donc, c'est de regarder, mais en synthèse, bien évidemment, hein, quel est le contenu de la compétence habitat telle qu'elle est définie dans le Code général des collectivités territoriales pour chaque catégorie de collectivité, puisqu'il faut bien en revenir à la compétence habitat des intercommunalités qui, elles, agissent avec cette feuille de route en quelque sorte, hein, et doivent en permanence jongler avec les deux, ce qu'il y a dans leur feuille de route en tant que EPCI et cette clause d'exclusivité et de spécialité sur leurs compétences, et puis ce qu'on rajoute à côté d'une certaine façon avec les lois spécifiques en matière d'habitat. Donc très très rapidement, ce passage en revue, je pars du moins intégré vers le plus intégré. Les communautés de communes, pour mémoire, ce sont donc des regroupements de communes au moins de 15 000 habitants hein, depuis la loi NOTRe. Donc on a resserré très très fortement cette maille intercommunale. Au 1er janvier 2017, on compte 1024 communautés de communes, donc une réduction d'à peu près 30% du nombre de communautés, ça représente de la population. Ces communautés de communes, elles exercent des compétences à titre obligatoire. Elles les exercent de plein droit et en lieu et place de leurs communes membres. Et parmi ces compétences obligatoires, on ne trouve pas la compétence habitat. Hein. On voit qu'il y a la compétence concernant l'aménagement de l'espace, il y a des actions de développement économique, il y a récemment ajouté la compétence dans le domaine de l'environnement et notamment des milieux aquatiques, la compétence environnementale sur la collecte et le traitement des déchets. À côté de ces compétences obligatoires, il y a des compétences
facultative dans lequel les collectivités sont appelées à choisir un certain nombre de compétences et de délimiter l'intérêt communautaire que j'évoquais en introduction. Et c'est là que se place la compétence politique du logement et du cadre de vie. Je fais une petite parenthèse concernant les communautés de communes, puisqu'il y a deux catégories de communautés de communes. Pourquoi faire simple? Il y a les communautés de communes qui bénéficient de la DGF bonifiée et les communautés de communes qui ne bénéficient pas de la DGF bonifiée, donc, que ce soit sur l'une ou l'autre des catégories, la politique du logement, qui dans le CGCT s'appelle politique du logement et du cadre de vie, fait l'objet d'une compétence qui n'est pas obligatoire. À cette compétence est associé le PLH. Les communautés de communes peuvent également se saisir de la compétence politique de la ville si elles le souhaitent. Deuxième catégorie, on est là déjà un peu plus intégré, des communautés d'agglomération, qui sont des ensembles démographiquement un peu plus importants, 50 000 habitants d'un seul tenant autour d'une ou plusieurs villes-centres de plus de 15 000 habitants, avec des exceptions notamment pour les chefs-lieux de département. On compte au 1er janvier 2017 213 communautés d'agglomération, ça représente là aussi un tiers de la population. Les compétences obligatoires exercées en lieu et place des communes sont les suivantes. Et au sein de ces compétences, on trouve la compétence équilibre social de l'habitat. Et cette fois-ci, le législateur a détaillé quel était le contenu de cette compétence, ce qui n'est pas le cas des communautés de communes. Dans cette compétence, on y trouve ce qui est inscrit ici, le PLH, la politique du logement d'intérêt communautaire. Donc là, il va falloir négocier en quelque sorte entre communes et communautés ce qui relève de l'intérêt communautaire, c'est-à-dire ce qui va être exercé par la communauté et ce qui restera au niveau communal, les aides et actions financières en faveur du logement social, les réserves foncières et les opérations, l'action par les opérations d'intérêt communautaire en faveur du logement et des personnes défavorisées concernant l'amélioration du parc bâti d'intérêt communautaire. Donc on voit bien qu'on est sur un registre un petit peu différent. Voilà. La compétence, parmi les compétences obligatoires des communautés d'agglomération, on a également des compétences en matière de politique de la ville, hein, qui elles aussi ont été enrichies par la loi Ville, hein, la loi Lamy tout récemment. À côté de ces compétences obligatoires, les communautés d'agglomération sont supposées exercer d'autres compétences à titre facultatif. Hein. Parmi une liste, elles doivent en exercer 3, parmi une liste de 7 compétences. Certaines de ces compétences sont soumises à la notion d'intérêt communautaire et certaines de ces compétences se retrouvent parmi la liste des compétences obligatoires. Ce qui fait que finalement la compétence habitat, elle revient de toute façon systématique sur le devant de la scène dans les statuts des communautés d'agglomération. Je continue à progresser dans les catégories de communautés. On a ensuite les communautés urbaines, dont le seuil a été abaissé de 500 000 à 250 000 habitants. On a aujourd'hui 12 communautés urbaines qui sont issues, pour certaines, de la transformation d'une communauté d'agglomération. Ça représente à peu près 3 millions, pas tout à fait, 3 millions d'habitants. Elles exercent des compétences à titre obligatoire. Et dans les compétences obligatoires, c'est là qu'on va trouver la compétence en matière d'habitat, qui là aussi est détaillée par le législateur. Il y a en fait 3 domaines de compétences importants. Il y a la compétence en matière d'équilibre social de l'habitat, avec le PLH, la politique du logement, les aides financières au logement social, l'intervention sur les programmes d'amélioration de l'habitat et la résorption de l'habitat insalubre, des compétences en matière d'aménagement et d'espace communautaire, notamment le SCOT et le PLU intercommunal, et des compétences en matière de politique de la ville. Il y a eu finalement assez peu de modifications dans le contenu de ces compétences depuis les années 2000.
La seule modification, mais elle est quand même importante, c'est la suppression de l'intérêt communautaire avec la loi de 2010 de réforme des collectivités territoriales. Et puis, j'ai ensuite la dernière catégorie, qui est la catégorie des métropoles, en dehors des collectivités à statut particulier. Là, on est sur des compétences, on est sur des ensembles intercommunaux plus importants, puisqu'on est sur des ensembles de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de 650 000 habitants. Aujourd'hui, on compte 13 métropoles, plus 3 métropoles à statut particulier. Ça représente à peu près 15% de la population du territoire national si on ajoute Lyon et Marseille. Là encore, on est sur des compétences obligatoires exercées en lieu en place des communes. La définition de la compétence dans ces 3 volets, si on est sur cette approche très très large, c'est-à-dire à la fois les compétences en matière d'équilibre social de l'habitat, les compétences en matière d'aménagement de l'espace communautaire ou en matière de politique de la ville, sont à peu près le même intitulé que les communautés urbaines. Hein, les compétences des métropoles et les compétences des communautés urbaines sur ce volet-là sont très très proches, et sur d'autres compétences aussi. Hein, c'est la compétence voirie qui fait vraiment la différence entre les deux, et bien évidemment le fait d'être ou de ne pas être métropole, c'est-à-dire de remplir les conditions démographiques qui sont attachées à cette catégorie de collectivité. Alors, la métropole a, ceci étant dit, quand même quelques spécificités, qui est la possibilité d'appeler des compétences en direction de l'État ou en direction des départements sur un certain nombre, et notamment pour la compétence habitat, pour un certain nombre de domaines qui sont énumérés ici, dans le cadre de conventions. Hein, on est donc sur une faculté, et auquel cas, il faut dans la convention nommer la compétence et puis donner quelques indications sur la façon, le contenu de cette compétence et ce qui va être fait par la métropole. Et du coup, on sera dans un domaine de l'exclusivité, c'est-à-dire que si la compétence est prise par la métropole, elle ne le sera pas, elle ne sera plus exercée par l'État ou par le département. Alors cette disposition, notamment concernant les départements, est assez récente, donc on n'a pas beaucoup de retours pour le moment, mais on sait par exemple que les attributions au titre du FSL sont beaucoup appelées par les métropoles. C'est en direction des départements dans le cadre de cette faculté. Peut-être rappeler ces éléments-là, c'est que les communes, malgré le transfert de compétences aux intercommunalités, conservent un rôle opérationnel important en raison de leur proximité. Hein. Elles sont souvent porteuses du projet urbain, elles continuent à assurer les obligations de production de logement social 20 ou 25% dans le cadre des PLH élaborés à l'échelle intercommunale. Elles ont souvent gardé des compétences en matière de habitat indigne, notamment la police des immeubles menaçant ruine. Donc, on voit bien que nonobstant le transfert de compétences, que ce soit volontaire ou de plein droit, il y a quand même beaucoup de compétences qui sont restées au niveau communal. Je pense en particulier à des compétences concernant la garantie d'emprunt. On est souvent interrogé sur cette question-là, hein, qui est souvent restée au niveau communal, parce que accroché à la garantie d'emprunt, il y a des droits en matière de réservation, et les communes sont très soucieuses de conserver ces possibilités. Il y a quand même de plus en plus de transferts de cette garantie d'emprunt ou de cette possibilité d'accorder des garanties d'emprunt au niveau intercommunal, le tout étant bien sûr d'une grande diversité sur les territoires. Donc, parallèlement à ces compétences et à cet enrichissement des lois concernant l'intercommunalité qui ont nourri les compétences intercommunales et les différentes catégories d'intercommunalité, comme je viens de le montrer
sur la compétence habitat. J'évoquais tout à l'heure plusieurs lois logement qui sont venues compléter ces compétences. On ne va pas rentrer dans le détail, mais pour en citer quelques-unes, c'est la loi du 21 février 2014 sur la programmation pour la ville qui reconnaît la compétence politique de la ville aux EPCI, qui deviennent maintenant signataires des conventions de mixité sociale, qui d'ailleurs maintenant ne s'appellent plus comme ça. Ce sont quand même les compétences, enfin la loi Allure et enfin, les lois Allure et égalité citoyenneté qui se complètent en fait pour à la fois renforcer le contenu à nouveau du PLH, mais surtout donner dans le domaine des attributions des compétences très importantes au niveau intercommunal, avec la réalisation du plan partenarial de gestion de l'amende, la mise en place d'un dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, l'instauration d'un droit d'information demandeur, la mise en place de ces services d'information et d'accès, bref, une volonté de positionner l'intercommunalité comme étant un acteur central de ces politiques d'attribution de logement. À noter que, en ce qui concerne le PLH, avec la fusion des EPCI, il y a bien évidemment diffusion du PLH, en quelque sorte, hein, entre une intercommunalité qui n'aurait pas le PLH, qui se marie avec une intercommunalité qui a un PLH, eh bien, le PLH aura vocation à s'appliquer sur l'ensemble du nouveau territoire communautaire. Il faudra à terme redéfinir, revoter au niveau du conseil communautaire un PLH, bien évidemment, sur l'ensemble du territoire. En synthèse, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit bien la volonté du législateur de faire porter la compétence habitat par les intercommunalités en leur donnant l'exclusivité, un rôle très fort sur des outils de pilotage et de stratégie de programmation, PLH, délégation des aides à la pierre, PLV, etc. Les métropoles et les communautés urbaines exercent ces compétences à titre complètement exclusif, il n'y a pas d'intérêt communautaire. D'une façon générale, on sait que les intercommunalités assurent des fonctions d'ingénierie, de centre de ressources et apportent une garantie dans la cohérence des actions qui sont conduites sur l'ensemble du territoire intercommunal. Gardons quand même à l'esprit que les communautés continuent à jouer un rôle essentiel avec une très forte sensibilité, que les communes continuent à jouer un rôle essentiel, avec une très forte sensibilité sur certains domaines, et que la question de la proximité reste très importante dans l'exercice de la compétence. C'est donc l'articulation commune-communauté qui est importante, avec une difficulté, c'est que sur la définition de la compétence, il y a quand même des zones d'ombre dans la ligne de partage qui n'est pas toujours très affirmée sur un certain nombre de champs de cette compétence, notamment en matière de parcs privés. Les choses peuvent fluctuer d'un territoire à l'autre. Très bien. Je vous remercie, Madame Delpech. Nous allons poursuivre avec la présentation de Madame Ledeuf, qui revient sur les déclinaisons opérationnelles de la compétence habitat. Je rappelle également à nos participants à distance qu'ils peuvent poser leurs questions directement via le module de chat qui est situé en bas de leur écran. Alors, Madame Ledeuf, tout comme Madame Delpech, je vais vous agrandir la fenêtre. Voilà, ici. Et là, vous avez juste, avec les flèches, à faire circuler votre PowerPoint. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'illustrer très directement le propos que vient de tenir Claire Delpech sur la très grande diversité au final de l'incarnation de cette compétence habitat par les communautés. Et si je puis dire, au-delà de ces strates qu'elle vient de présenter, avec, on le voit quand même, des lignes de partage entre ce qui se joue à la commune et ce qui se joue au niveau de l'intercommunalité, assez différentes selon la réalité des territoires. Et cette question-là, je vais l'illustrer notamment sur 3 sujets qui prennent une actualité récente très forte. La question du renouvellement urbain en lien avec la loi Lamy, la question de l'habitat privé dégradé avec la loi Allure et la question des attributions avec notamment ces 2 lois, mais aussi ce que vient réaffirmer la loi Égalité et Citoyenneté. Alors pour insister sur ce que vient de dire Claire Delpech, il est vrai que en tant que praticien de la question de l'habitat et au travers également de cette étude réalisée pour la compte de la DCF sur le rôle que jouent les PLH dans les territoires et la manière dont les intercommunalités animent et mettent en place ces documents, on voit bien assez manifestement depuis une dizaine d'années
la forte accélération de la reconnaissance du fait communautaire par le législateur, et ceci est encore plus accéléré depuis 2 ans sous le coup de ces effectivement lois Lamy, Allure et Égalité et Citoyenneté qui depuis effectivement 2014 vient très clairement consacrer le territoire intercommunal comme territoire pertinent sur la mise en œuvre de ces politiques locales de l'habitat. Donc on voit bien dans la réalité des territoires cette bascule très importante du niveau communal au niveau intercommunal sous le double effet d'une part de l'augmentation du champ des compétences de l'État délégables aux EPCI et d'autre part, donc dans un mouvement un peu descendant, et d'autre part dans un mouvement plus ascendant d'une bascule des actions menées par les communes au niveau intercommunal, et ceci soit par initiative locale, soit du fait du législateur, et notamment de ces fameuses 3 lois qui viennent être assez prescriptives quand même sur le rôle que peuvent jouer ces intercommunalités sur un certain nombre de champs. Alors, donc, comment ça se passe concrètement sur les territoires? Là, j'ai repris un certain nombre d'éléments d'analyse de cette étude sur les programmes locaux de l'habitat qui a été publiée il y a à peu près 1 an, et on voit bien effectivement que ce PLH est un très bon marqueur de cette dynamique de montée en puissance claire de ces territoires intercommunaux, avec une forte présence des intercommunalités sur de plus en plus de champs. Donc on voit effectivement qu'on est passé d'un sujet très orienté pendant longtemps sur la négociation autour des objectifs SRU au niveau intercommunal à de plus en plus de champs intégrés dans ces PLH, avec malgré tout, toutefois, la persistance dans la plupart des territoires d'actions très concrètes menées par les communes aux côtés de l'intercommunalité dans un certain nombre de sujets. On voit dans le graphique en haut à gauche de la diapositive, qui n'est pas très lisible d'ailleurs, que plus de 80% des communes des territoires que nous avons interviewés dans le cadre de cette étude continuent d'exercer des actions en matière d'habitat. Donc on voit bien que s'il y a une bascule très importante qui s'organise au niveau intercommunal, les communes continuent d'être très attachées à une action ne serait-ce que opérationnelle sur la transformation résidentielle de leur territoire. Donc à la fois dans un partage de compétences, sur un certain nombre de sujets, par exemple le passage des orientations du PLH à la réalité des documents d'urbanisme. Si je mets de côté la question des PLUI-H, on voit bien que la transposition concrète de ce que dit le PLH dans l'action au quotidien de la transformation des territoires est beaucoup sujet à l'articulation entre ce que dit le PCI et ce que réalisent les communes dans leur PLU, mais aussi, comme le disait Claire Delpech, sur la question de l'habitat ancien dégradé, puis sur l'ensemble des sujets que je vais illustrer aujourd'hui. Donc, partage de responsabilités, mais aussi fort attachement des communes sur un certain nombre de sujets qui restent quand même jusqu'à présent très clairement centrés au niveau communal. C'est le cas du renouvellement urbain qui, dans l'ensemble des PLH qu'on avait analysés en 2015-2016, restait clairement de responsabilité politique communale, où le PLH ne faisait que transposer les orientations des projets de renouvellement urbain sans pour autant être prescriptif sur ces sujets-là, dans un contexte où le premier PNRU avait très clairement énoncé le rôle de patron politique incarné par le maire, donc avec en creux un rôle beaucoup plus prudent de l'intercommunalité. Et deuxième sujet éminemment important, les attributions de logements locatifs sociaux sur lesquels les maires sont historiquement très attachés. Alors, au-delà de ces grands constats, on constate une très grande diversité, je le disais, d'incarnation de la compétence habitat par les territoires, et de notre point de vue, selon 2 grandes considérations. La première, c'est la question de la gouvernance locale, c'est-à-dire quel est le partenariat et comment s'organise le partenariat local, non seulement entre les communes, l'intercommunalité, les communes, mais aussi entre les collectivités locales au sens large et les acteurs du logement, que ce soit l'État, les opérateurs immobiliers, publics et privés. Cette manière dont l'écosystème local s'organise est assez déterminante sur la manière dont l'intercommunalité va se positionner dans l'incarnation de cette compétence habitat au sein de cette gouvernance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le point qui est très important et très déterminant sur la manière dont les choses vont s'organiser, c'est les réalités locales auxquelles les collectivités locales sont confrontées en matière de réalité urbaine, de réalité sociale, la dynamique des marchés du logement. Et puis plus globalement, la question du logement est-elle homogène, se pose-t-elle de manière homogène sur l'ensemble du territoire intercommunal, ou y a-t-il des grandes différences qui s'observent entre les communes centres et puis les communes plus périphériques qui peuvent, dans un certain nombre de cas, avoir le sentiment de ne pas être complètement confrontées aux mêmes questions et aux mêmes réalités locales. Tout ceci, forcément, joue sur la légitimité plus ou moins forte qu'aura l'intercommunalité à jouer ce rôle d'ensemblier, de fédérateur, autour de la préoccupation qu'ont les élus communaux autour de ces questions de logement.
Donc sur la question de la gouvernance tout d'abord, dans le cadre de cette étude, on a pu mettre en exergue les postures très différentes qu'ont assumées justement ces intercommunalités au regard de ces réalités de partenariat local et qu'on avait cartographié de la manière suivante. Une posture qui peut être synthétisée autour de deux grandes problématiques. D'une part, ce qu'on a appelé l'intégration communautaire, c'est-à-dire ce qui se joue dans le rapport de négociation entre la communauté et les communes, d'une part, et d'autre part, le partenariat local entre les collectivités au sens large, communautés et communes ensemble, face aux partenaires locaux que sont l'État ou les opérateurs immobiliers, encore une fois, sociaux et plus privés. Dans cette cartographie que je ne vais pas détailler, on voit bien qu'il y a des incarnations extrêmement différentes qui sont assumées par ces intercommunalités, avec dans les deux bouts de la chaîne, à minima, ce qu'on a appelé la posture réglementaire, qui est l'incarnation dans une interprétation à minima de ce que disent les textes, que vient de présenter Claire, et donc l'interprétation à minima des compétences que lui confère le législateur au niveau communautaire, et à l'extrême inverse, ce qu'on a appelé les communautés régulatrices, où, en gros, l'intercommunalité est considérée comme le lieu d'expression principal de la politique locale de l'habitat, avec un rôle à la fois stratégique et qui peut aller jusqu'à un rôle également assez directement opérationnel. Et puis, en intercalaire de ces postures un peu extrêmes, je peux citer le cas de la communauté facilitatrice, qui joue à la fois un rôle d'appui auprès des communes et des maires, avec des politiques locales qui s'exercent et qui continuent à s'énoncer encore beaucoup au niveau communal, mais malgré tout un rôle de médiateur attendu de la part de la communauté pour négocier un certain nombre de choses avec les partenaires. Ça peut être le cas par exemple sur la rénovation urbaine, j'en dirai quelques mots, ou sur la question des attributions. On voit bien que l'intercommunalité a aussi un rôle d'interface très important pour faire valoir les intérêts des élus communaux face à ses partenaires, ou également le rôle de directeur incarné par la communauté, avec l'ambition de donner un sens commun aux politiques menées par les communes, où là aussi, on voit bien un rôle quand même de valeur ajoutée porté par la communauté pour donner du sens à ces actions qui, même si elles restent quand même assez centrées au niveau communal, ont tout intérêt à mieux s'harmoniser au niveau du bassin de l'habitat. Alors, si on regarde les choses cette fois-ci sous l'angle un peu du contenu, là aussi, des grandes diversités. On avait montré dans notre étude que, sans caricaturer, mais en fonction des réalités du fait urbain auxquels on est confronté, on voit bien qu'on a des sujets de prédilection et de préoccupations prioritaires qui ne sont pas les mêmes. Pour les communautés composées de communes rurales, et notamment les fameuses communautés de communes, on voit bien que leur préoccupation principale, c'est de voir comment on articule intelligemment la question de l'habitat avec les autres sujets de développement territorial. Ça peut être la question des équipements publics, la question des transports, la question foncière, l'aménagement du territoire, dans un contexte où, dans ces territoires qui sont assujettis au PLH, donc les fameuses communautés de plus de 30 000 habitants, souvent c'est le PLH qui est la première incarnation d'une stratégie d'aménagement du territoire, puisqu'il y a obligation à faire. Pour les communautés qui sont confrontées à des dynamiques de périurbanisation, le grand enjeu local et ce sur quoi la communauté est considérée comme légitime, ou en tout état de cause, les sujets sur lesquels elle se mobilise de manière prioritaire, c'est les enjeux de rééquilibrage de l'offre de logement, et ceci à la fois au niveau territorial, pour essayer de réguler ces phénomènes de périurbanisation, mais aussi par segments, l'articulation entre le parc social, le parc privé, les différents segments au sein du parc social ou du parc privé. Tout ceci, c'est des sujets de prédilection de ces territoires-là. Pour les communautés plus urbaines, et notamment bien évidemment les communautés urbaines et les métropoles, on est dans une approche plus qualitative, il y a généralement plus d'antériorité dans la mobilisation de la communauté autour des questions du logement, donc on va plus loin en quelque sorte, avec à la fois une approche assez exigeante sur la qualité du développement résidentiel, et puis c'est des territoires qui ont pu, dans un certain nombre de cas, devancer le législateur sur ces fameuses nouvelles lois qu'on vient de citer, et qui ont pu inspirer le législateur, par exemple sur la question des attributions de logements sociaux, ou par exemple sur la rénovation urbaine, où dans un certain nombre de cas, les agglomérations avaient déjà incarné un rôle sur le renouvellement urbain. Et puis dans les territoires plus particulièrement contraints, où les marchés sont particulièrement tendus, bien évidemment, c'est ce sujet-là qui préoccupe le plus et sur lesquels les communautés ont pu monter en expertise avec des analyses assez fines sur les conditions de maîtrise de ces marchés immobiliers. Donc maintenant, je vais illustrer ce propos autour de trois sujets qui montent en puissance et qui sont au cœur de ces trois lois Allure, Lamy et Égalité et Citoyenneté, et qui sont très emblématiques justement de cet arrangement local, si je puis dire, dans cette répartition des compétences entre ce que fait la commune et ce que fait l'intercommunalité.
Ces 3 sujets, c'est l'habitat privé dégradé, le renouvellement urbain et les attributions des logements locatifs sociaux, où on voit sur ces 3 thématiques quand même un mouvement un peu de fond. Sur la question de l'habitat privé dégradé, l'interpellation, mais j'y reviendrai dans le détail, du législateur, c'est quand même le rôle opérationnel que jouent les collectivités dans la régulation de l'habitat indigne, avec très clairement la possibilité de faire basculer de manière assez forte le rôle de l'État et le rôle des communes au niveau intercommunal. Dans le champ du renouvellement urbain, on voit bien qu'on est plutôt dans une posture intermédiaire, j'y reviendrai également, entre un rôle stratégique qui est attendu de la part de l'intercommunalité, considéré comme la bonne échelle pour articuler les politiques publiques, et puis le rôle des maires, qui a pendant longtemps, encore une fois, été incarné très fortement en matière de rénovation urbaine, donc comment les choses évoluent dans la pratique, dans les différents stades de conception et de mise en œuvre de projets. Et puis sur les attributions des logements sociaux, c'est quand même le plus révolutionnaire en quelque sorte, c'est ce que j'ai appelé la petite révolution culturelle, puisque bien évidemment, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les maires restent très attachés dans bon nombre de territoires à la maîtrise du peuplement de leur territoire et de qui j'accueille. Donc c'est à la fois la stratégie d'accueil et la stratégie d'équilibre sociaux sur leur territoire, et avec une légitimité pas si évidente que ça pour les intercommunalités à jouer un rôle prescriptif au niveau intercommunal. Je le disais, ça relève d'une double impulsion, le cadre législatif, ces 3 lois, mais aussi des initiatives locales, avec la capacité de conduire un certain nombre de communautés à inspirer le législateur, ce qui parfois d'ailleurs agace, puisque certaines collectivités nous disent bon, très bien, ça marche dans certains territoires, c'est pas pour autant que ça peut marcher de la même manière dans toutes les intercommunalités, même si encore une fois, elles ont à peu près les mêmes réalités de strates démographiques sur les différents échelons qu'évoquait tout à l'heure Claire Delpech. Ceci dit, si on met de côté un peu les sensibilités politiques spécifiques locales, nous, on est quand même assez convaincus de la pertinence à élargir le cadre d'action sur ces 3 champs, pour plusieurs raisons que je liste là. Souvent, c'est des dynamiques, le renouvellement urbain, l'habitat privé dégradé, les dynamiques résidentielles et les trajectoires résidentielles des ménages qui, de plus en plus, échappent au seul périmètre communal, et de plus en plus, les intercommunalités recouvrent, du fait de leur fusion, les bassins d'habitat, donc ont du sens vis-à-vis des citoyens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, à minima, si je puis dire, d'éviter les contradictions entre les projets communaux. Quand on développe d'un côté un projet de renouvellement urbain ou un projet de requalification d'un quartier ancien, si dans la commune d'à côté, en même temps, on a une ZAC qui va mettre sur le marché énormément de foncier et avoir un développement résidentiel très important, on aura beaucoup de mal à avoir une politique de mixité sociale dans ces quartiers. Donc la régulation et le fait d'éviter les contradictions entre projets communaux, bien évidemment, ça a plus de pertinence à être organisé au niveau communautaire. C'est également, de notre point de vue, quand même une échelle assez juste, justement, pour concilier droit au logement et mixité sociale. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais je vous renvoie aux webconférences qu'on a déjà organisées sur ce sujet-là. Et puis, bien évidemment, pour articuler ces politiques de renouvellement urbain et de développement urbain dans un sens commun et au bénéfice du développement territorial de l'intercommunalité. N'hésitez pas à prendre un peu d'eau. J'en profite pour rappeler à nos participants qu'ils peuvent nous poser des questions dans le module de chat qui est en bas de l'écran. Donc, j'ai une petite extinction de main. Je vais revenir. Prenez votre temps. Voilà. Il y a aussi ce rôle de médiateur que j'indiquais tout à l'heure sur l'intercommunalité, dans la capacité à minima à faire entendre la voix des maires auprès des partenaires extérieurs et qui relève de la cartographie que j'indiquais tout à l'heure. Voilà, donc je vais rezoomer sur nos 3 thématiques. Donc, il y a des choses qu'a indiqué Claire tout à l'heure, mais c'est quand même des évolutions qui sont assez notables, sur lesquelles ça mérite peut-être de rentrer un peu dans le détail. Sur la question de l'habitat privé dégradé, donc c'est un sujet qui est effectivement éminemment important, qui relève plus particulièrement du rôle opérationnel que peuvent jouer les collectivités locales sur cette question, avec la volonté portée par le législateur d'aller vers un acteur unique de la lutte contre l'habitat indigne. C'est vraiment dans ces propos-là que le ministère met en évidence les évolutions de la loi ALUR, dans un contexte où, vous le savez, d'une très grande complexité quand même des processus de régulation de l'habitat indigne, avec un partage de responsabilités très éclaté, notamment entre le rôle que joue l'État, qui est responsable des questions d'insalubrité, du rôle que jouent les maires, historiquement, au titre du péril, mais aussi des travaux d'office dans le cadre de l'insalubrité rémédiable, et aussi, dans un certain nombre de cas, des EPCI qui, dans un certain nombre de territoires, avaient commencé à mettre le doigt dans un rôle plus ou moins opérationnel, ne serait-ce qu'avec de mise à disposition d'ingénierie, de relogement
ou d'hébergement des publics concernés par ces situations d'habitat indigne. Donc on est dans un système extrêmement complexe, complexe juridiquement, mais aussi complexe en matière de gouvernance, dans lequel on voit bien qu'il y a quand même un sujet d'articulation de compétences entre l'État, les communes et l'intercommunalité. Donc là, je reprends ce que dit la loi ALUR. Il y a la possibilité, vous le savez, de délégation des pouvoirs de police spéciale du maire et du préfet aux intercommunalités compétentes en matière d'habitat. Donc c'est optionnel pour les communautés de communes, mais c'est de droit pour les autres intercommunalités, avec un principe de transfert automatique qui avait été mis en place en 2014, de ce pouvoir de police spéciale du maire aux intercommunalités, avec toutefois la possibilité de s'y opposer. On pourra rentrer dans le détail des dispositions pour s'y opposer si vous le souhaitez, mais en tout état de cause, on voit bien qu'il y a la volonté de la part du législateur d'aller vers cette strate intercommunale. Adossé à ce transfert de police spéciale du maire, la possibilité subséquente d'un transfert de police spéciale du préfet, conditionné au transfert préalable du pouvoir de police spéciale du maire, et assujetti également aux délégations des aides à la pierre. Tout ceci, bien évidemment, est assez sensible en matière de responsabilité politique et technique, avec y compris des problèmes de transfert de compétences, de moyens humains, de moyens financiers, notamment des communes qui disposaient de SCHS vers l'intercommunalité, ce qui n'est pas sans poser des problèmes très concrets dans les territoires qui se sont posés cette question. À ceci se rajoute un certain nombre d'évolutions législatives. Je ne rentre pas dans le détail de ces dispositions puisqu'il est prévu une webconférence sur cette question-là, mais qui illustre aussi la volonté par le législateur d'aller de plus en plus vers ce niveau intercommunal sur la lutte contre l'habitat indigne, avec l'incarnation par le PCI de la possibilité de mettre en place ces fameux permis de louer ou permis de diviser, où c'est vu par le législateur une compétence qui est incarnée par le PCI, avec la possibilité, à défaut, de le mettre en place par le maire, mais on voit bien qu'a priori, c'est le niveau intercommunal qui est sollicité sur ces problématiques-là. En matière de renouvellement urbain, on a à peu près les mêmes dynamiques. Le PCI est clairement mobilisé et sollicité par le législateur. Donc, c'est les EPCI qui sont maintenant en charge de la formalisation et de l'animation des contrats de ville. Donc, là, en termes d'ensemblier, de stratégie globale, mais aussi du protocole NPNRU, avec à la fois un rôle de stratège, donc la réflexion globale de stratégie de renouvellement urbain sur le niveau intercommunal, mais aussi opérationnel, puisque l'intercommunalité est responsable de la mise en œuvre des actions qui ensuite relèvent de ses compétences concrètes au niveau intercommunal, donc l'articulation entre les stratégies de renouvellement urbain, mais aussi le PLH notamment, les politiques de logement dont elle a pris la responsabilité, le transport, le développement économique, étant considéré que, vu par l'État, l'intercommunalité est effectivement la bonne échelle pour articuler les politiques de renouvellement urbain avec l'ensemble des autres politiques de développement urbain et d'habitat. Et puis dans le champ des attributions, effectivement, l'intention là aussi de porter de plus en plus la question au niveau intercommunal, je dirais dans un esprit d'équité, prise en charge des demandeurs, à la fois dans la manière dont on accueille et on informe les demandeurs au titre de la loi ALUR, mais aussi en matière de trajectoire résidentielle, avec le principe de dire qu'au sein d'un même bassin d'habitat, tout ménage a la même possibilité, une équité de prise en charge, d'avoir des trajectoires résidentielles, pas forcément réservées au niveau communal, mais au niveau de l'ensemble de l'intercommunalité, avec la volonté de décloisonner des trajectoires résidentielles qui parfois sont historiquement très organisées au niveau des communes. Donc on leur rappelle effectivement les EPCI assujettis à ces évolutions-là. Donc c'est les intercommunalités tenues de réaliser un PLH ou compétents en matière d'habitat avec au moins un QPV. Et donc c'est tout l'arsenal de les évolutions législatives ALUR, l'AMI et maintenant Égalité et Citoyenneté qui s'imposent à ces EPCI-là. Donc ils sont en charge de la gouvernance de la politique des attributions. Et de ce point de vue-là, tenus de mettre en place une conférence intercommunale du logement, la fameuse convention intercommunale d'attribution, le PPGD, les fichiers partagés de la demande, réfléchir sur l'accueil et l'information du demandeur. Donc ceci plutôt au niveau stratégique et au niveau opérationnel, ce rôle au sein des CAL qui est énoncé dans la loi Égalité et Citoyenneté, donc rôle d'arbitrage en cas d'arbitrage dans les délibérations au sein des CAL, en lieu et place des maires, même s'il y a la possibilité de le subdéléguer. Délégation préférentielle du contingent préfet aux intercommunalités, ce qui effectivement commence à devenir assez opérationnel. Possibilité d'avoir des prescriptions sur les loyers, c'est introduit dans la loi ALUR, et puis aussi le rôle que pourra incarner l'intercommunalité dans ce fameux lieu commun d'information du demandeur. Voilà.
Je vais terminer simplement par quelques illustrations pour montrer que sur ces 3 dispositions, encore une fois, les choses s'arrangent et se négocient localement de manière assez différenciée. Globalement, sur ces 3 thématiques, on voit bien que les communautés sont assez attentives à le faire dans la douceur, hein, donc avec une double posture de prudence et de démonstration par la pratique de la valeur ajoutée communautaire, avec parfois une dichotomie entre, par rapport à la cartographie que j'indiquais tout à l'heure, de se positionner au service des communes et en front commun dans la négociation avec les partenaires. Donc c'est bien évidemment sur ces questions-là qu'on voit bien la valeur ajoutée un peu concrète que peuvent incarner les communautés. Et puis une ambivalence entre des compétences incarnées plutôt dans un rôle stratégique, d'ensemblier, de mise en commun, mise en convergence, de partage d'expérience, et de rôle plus opérationnel qui peut aller jusque, effectivement, la prise de compétences, par exemple, très concrète, sur ce que j'indiquais sur l'habitat privé dégradé, où on voit là, bien évidemment, qu'on est dans le quotidien et le très concret. Malgré tout, effectivement, la persistance fréquente d'une implication conjointe de la communauté et de la commune, avec toute la délicatesse que représentent les transferts de compétences des polices spéciales qu'on indiquait tout à l'heure, y compris en termes de moyens financiers. Pour celles d'entre vous qui s'y sont attelées, je pense que vous voyez très concrètement ce à quoi je fais référence, avec notamment le problème des communes qui étaient dotées de SCHS et qui se posent vraiment la question de la valeur ajoutée que ça peut représenter, de la bascule de ces moyens en ingénierie et financiers très importants de la commune à l'intercommunalité, avec la crainte de diluer ces compétences à les ouvrir au niveau intercommunal. Sur la question du renouvellement urbain, on voit bien qu'il y a une éturation subtile entre les gestions intercommunaux qui quand même sont assez présentes dans la phase dite protocole, donc de réflexion stratégique, et assez vite derrière quand même la tentation de recentrer le projet urbain à la commune, une fois cette étape de négociation avec l'ANRU franchie, avec aussi la difficulté qu'ont les intercommunalités à incarner quand même quelque part un rôle de régulateur dans la négociation, y compris financière avec l'ANRU, qui peut aller jusqu'à déterminer quels sont les quartiers plus prioritaires que les autres, ce qui peut impliquer directement là où l'ANRU va flécher préférentiellement ses financements. C'est bien évidemment un rôle qui n'est pas très facile à incarner par l'intercommunalité. Et puis dans le champ des attributions, quand même, ce qu'on observe, c'est que là, on va aller quand même à court terme vers la persistance d'un rôle opérationnel des maires, avec un rôle plutôt stratégique incarné par les communautés, avec la difficulté pour elles d'aller dans un rôle quand même plus ou moins prescriptif dans ce que vont faire les maires au quotidien, notamment sur la question de l'accueil des publics les plus défavorisés, au titre des fameux quotas, hein, dont on a eu l'occasion de vous parler dans différentes webconférences et sur lesquelles on reviendra dans d'autres conférences à venir. Donc simplement pour conclure, tout ceci, à mon sens, explique la délicatesse de ces sujets, hein, au travers de ces 3 exemples, montre toute la subtilité qu'ont les intercommunalités dans la manière dont elles vont assembler localement leur rôle, et notamment la répartition des compétences entre ce qui se joue au niveau communal et au niveau intercommunal, en échappant en quelque sorte à ce que dit très directement la loi au niveau de ces strates démographiques, avec, selon les thématiques abordées, l'habitat privé dégradé, le renouvellement urbain et les attributions, soit un rôle plus clairement stratège incarné par l'intercommunalité et la persistance d'un rôle très opérationnel par la commune, soit à l'inverse, des interpellations du rôle et de la bascule des champs de compétences, plutôt interpellés a priori dans la dynamique des rôles opérationnels, c'est le cas par exemple de l'habitat privé, avec un rôle de stratège qui vient peut-être plutôt en second. Donc on voit bien sur ces différentes thématiques que l'arrangement local dans cette répartition des compétences est tout particulièrement abordé de manière très subtile et très localisée. Très bien, je vous remercie Madame Ledeuf. On va donc passer à la présentation de Madame Hélène Delmotte, qui est directrice Habitat pour la communauté, pour la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc on va juste vérifier avec elle que nous l'avons bien en ligne et activer donc sa caméra également. Madame Delmotte, vous m'entendez? Madame Delmotte. Alors, on va vérifier que Madame Delmotte est bien connectée. Je vous entends. Parfait. Alors, on va pouvoir passer. Bonjour. Bonjour. On va pouvoir passer à votre présentation. Vous avez donc votre PowerPoint qui s'affiche et vous allez pouvoir le faire défiler en fonction de vos propos. Je rappelle à nos participants que vous pouvez poser des questions. Vous êtes très nombreux à suivre cette webconférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nos intervenantes sont là pour y répondre.
Madame Delmotte, je vais vous laisser la parole. Allez-y. Bien, écoutez, bonjour. Je suis heureuse de me retrouver parmi vous. Je vais vous présenter donc l'expérience de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors, je vais m'appuyer sur le PowerPoint que je vais vous présenter, vous faire défiler. Pardon, excusez-moi, je me mets un peu en ordre de marche. Je n'ai pas l'habitude de ce type d'intervention. Allez-y. Donc, la métropole Nice-Côte d'Azur, elle a une petite histoire déjà, puisque la création de la communauté d'agglomération date maintenant de janvier 2002, puis transformée en communauté urbaine, puis donc depuis janvier 2012 en métropole, suite à la loi de décembre 2010, si ma mémoire est bonne. Donc, la métropole Nice-Côte d'Azur était en fait la première métropole de France avec ses 49 communes. Alors, je vous montre cette diapositive simplement pour que vous ayez une vision du territoire qui est quand même relativement atypique, avec les pays de montagne, tout au nord du territoire, et le sud sur le littoral, avec donc trois secteurs, trois territoires très, très différents d'un point de vue à la fois de fonctionnement de marché pardon, et de cadre de vie en général, je dirais. Un littoral très urbanisé, très dense, qui regroupe toutes les fonctionnalités, bien évidemment. Un moyen pays où on retrouve de l'habitat plutôt en diffus, en individuel, mais pas que, mais avec une forte croissance démographique, également du fait du report de certaines populations du littoral vers le moyen pays, et le haut pays qui est vraiment un secteur de montagne avec les spécificités qui lui sont propres. Alors, la métropole est bien évidemment un EPCI à fiscalité propre, donc avec son statut qui a été créé par la loi du 16 décembre 2010 et remanié par la loi MAPAM, puisqu'on a intégré les... Allô ? Mais juste vous interrompre 2-3 secondes pour vous demander de parler un tout petit peu plus fort. Je pense que d'accord. Les intervenants, on a un peu de mal à vous entendre ici. Vous parlez... Ah bon, d'accord. Est-ce que si je me rapproche... C'est beaucoup mieux. C'est mieux comme ça ? D'accord. Mais je vous en prie. Donc, on a également, bien évidemment, comme ça a été expliqué à l'instant, tenu compte des lois ALUR, de programmation pour la ville, la cohésion urbaine, la loi NOTRe. Donc, énormément d'évolutions ces dernières années, avec des transferts de compétences, renforcement des missions du service logement notamment, mais pas que. Et aujourd'hui, il est clairement établi, en tout cas de notre point de vue, du point de vue de la métropole et du point de vue des acteurs du territoire, qu'elle a vraiment un rôle de chef de file des politiques de l'habitat. Juste en quelques mots, donc la métropole, c'est 540 000 habitants environ, 49 communes, avec de grands écarts, puisque la principale commune, Nice, fait 346 000 habitants, et la plus petite, 92. On a également 9 communes qui comptent moins de 200 habitants. Vous avez ensuite le nombre de résidences principales, de près de 280 000, et la part de logements locatifs sociaux. Donc, globalement, à l'échelle de la métropole, on est à 11,21%, un gros déficit, un gros retard, on déploie beaucoup d'énergie pour rattraper le retard, même si on a bien conscience qu'on n'arrivera pas aux 25%. 15 communes sont assujetties à la loi SRU, donc les communes de plus de 3500 habitants du territoire. On a donc 52% de propriétaires occupants et 37% de locataires privés. Là, on voit bien que le parc locatif privé joue un rôle fondamental dans la structure du marché et des parcours résidentiels, et 11% bien évidemment de locataires du parc social. Alors, comment nous nous sommes structurés ? La direction Habitat et Dynamique Urbaine s'est réorganisée, s'est organisée, je dirais, au fil de l'évolution des compétences de la métropole. Donc la métropole est composée de 11 directions générales adjointes, dont celle qui nous concerne plus particulièrement, qui réunit à la fois les questions relatives à l'aménagement, la planification urbaine, le foncier, etc., le logement et la mobilité. Donc il y a une véritable cohérence dans cette organisation. Et la direction Habitat et Dynamique Urbaine, elle réunit quatre services qui fonctionnent réellement en interaction et en transversalité, à la fois le service politique de la ville, qui concerne 7 communes, du fait des quartiers en veille active et des quartiers prioritaires. On a 10 territoires prioritaires sur la métropole et 9 territoires en veille active. Le contrat de ville a été signé en décembre 2015. Ensuite, un service renouvellement urbain avec des quartiers
tels que le quartier des Moulins à Nice et demain le point du jour dans le cadre du NPNRU à Saint-Laurent-du-Var. Donc c'est la nouveauté puisque jusque-là tous les quartiers en renouvellement urbain étaient localisés dans la commune centre. Donc en termes de discussion et de relations entre l'intercommunalité et la commune concernée, c'était relativement simple puisqu'on est très intégré avec des services qui sont aujourd'hui mutualisés. Le DGS de la ville de Nice et celui de la métropole, ainsi que toutes les directions opérationnelles. Donc 3 quartiers, le service logement, j'en parlerai plus précisément tout à l'heure, et le service insertion emploi avec le plan local pour l'insertion et l'emploi et les cellules d'animation des clauses insertion. Je fais le lien avec la politique de la ville, là, entre ce service et la politique de la ville, donc, et le renouvellement urbain à travers notamment les clauses d'insertion, mais pas que. Donc, le service logement, il est composé de plusieurs pôles pour resituer dans ce qui était dit tout à l'heure. Donc, la particularité, c'est qu'on est sur quelque chose de relativement mutualisé. C'est-à-dire que quand on parle du logement à l'échelle de la métropole, le service logement, il s'intéresse, il intervient, je dirais, pour le compte de la ville de Nice, bien évidemment pour le compte de la métropole, mais également aussi pour le compte de l'État, puisque nous sommes délégataires des aides à la pierre, et ce depuis 2007. Donc c'est relativement intégré, et c'est quelque chose qui nous donne un positionnement vis-à-vis de la commune de Nice, je dirais que c'est facile, mais également vis-à-vis des autres communes. On est à la fois dans le rôle, je me retrouve un peu dans tous les rôles qui ont été définis tout à l'heure, à la fois rôle directeur, mais rôle d'accompagnement vis-à-vis des communes au quotidien. On travaille beaucoup avec chacune des communes du territoire, principalement bien évidemment celles qui sont concernées par les enjeux habitat, évidemment. Donc le service logement, il est composé en différents pôles. Le pôle de développement qui est plus sur tout ce qui concerne la stratégie foncière en lien avec l'établissement public foncier PACA, en lien bien évidemment avec l'élaboration du PLU métropolitain, où on avance en transversalité, en coordination avec la direction en charge de ce sujet-là. Le pôle PLH, nous sommes en phase d'élaboration de notre PLH 3, on a passé l'étape du diagnostic, on est maintenant en étape d'élaboration du document d'orientation. Et là, justement, je sors de réunion avec les communes où, très concrètement, on était sur les questions relatives au gisement foncier et la manière dont on pourra mobiliser le gisement foncier pour répondre à l'ensemble des enjeux en matière de logement, quels que soient les segments de l'offre. Le pôle conférence intercommunale du logement, donc ça c'est vraiment la nouveauté qui fait suite à la loi Allure. Donc nous nous sommes organisés, la conférence intercommunale du logement est installée et j'en dirai un peu plus tout à l'heure dans la présentation du document. On est en train d'installer des commissions qui travaillent de manière assez opérationnelle sur le sujet des attributions et sur le sujet de la demande. Le pôle parc privé, avec toutes les aides aux propriétaires privés, bailleurs ou occupants. Voilà, là aussi, totalement intégré du fait de la délégation des aides à la pierre depuis 2007, mais pas seulement, avec des programmes que je vous présenterai rapidement tout à l'heure. Le pôle parc public, qui a toujours été le nerf de la guerre de ce service, je dirais, avec la volonté forte d'améliorer tout simplement l'offre en logement locatif social sur le territoire, avec des aides publiques, des aides de la métropole qui sont assez conséquentes, et des communes qui continuent à agir sur le sujet, on l'évoquait aussi tout à l'heure, avec un soutien financier là aussi assez important. Autre élément nouveau, c'est donc le pôle FSL, le Fonds Solidarité Logement, puisque nous avons obtenu cette compétence dans le cadre du transfert suite à la loi NOTRe. Le département nous a transféré la compétence au 1er janvier 2017, suite à quelques mois de discussion. J'en parlerai peut-être un peu plus précisément aussi tout à l'heure. Donc de grosses évolutions qui se traduisent dans l'organisation du service, bien évidemment, mais des choix politiques qui ont été clairement établis et qui nous permettent de travailler avec tous les boîtes à outils relativement riches. Alors les missions du service logement, ces missions d'origine, je le rappelais, donc c'était
réellement la production et la réhabilitation des logements locatifs sociaux. Vous avez vu quelle est notre situation aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur sur le territoire pour arriver à répondre à l'ensemble des besoins et produire du logement abordable. Alors, à la fois en locatif social, mais également en accession maîtrisée, en accession sociale à la propriété, et se pose la question du loyer intermédiaire également. Parmi les missions d'origine, on retrouve également l'aide aux propriétaires privés, où on poursuit l'activité à travers un programme d'intérêt général et une part de centre-ville, et la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de la ville de Nice, qui a donc été métropolisée, si je puis dire, l'année dernière. Alors, les nouvelles missions, donc depuis la loi Allure et son article 97, nous avons installé la conférence intercommunale du logement, puisqu'on prend en charge cette notion de gouvernance de la politique d'attribution des logements sociaux. Alors, certes, pour améliorer la lisibilité et l'efficacité de ces politiques publiques, mais pour nous, c'est vraiment le sujet nouveau par excellence. Ça n'a pas été c'est pas le sujet le plus facile pour l'intercommunalité, dans la mesure où les maires sont très attachés, hein, ça a été dit là aussi tout à l'heure, aussi bien par Claire Delpech que par Anne-Catherine Le Teuf. Les maires ne souhaitent pas se défaire de leurs prérogatives en matière d'attribution, mais pour autant, on arrive à avancer avec eux. Alors, on ne va pas directement à la convention d'attribution, intercommunale d'attribution. On va passer par des étapes successives pour faire progresser tout le monde, acculturer aussi, et nous permettre, nous, de nous positionner plus clairement. On a démarré le travail par une meilleure connaissance, tout simplement. Une meilleure connaissance de l'occupation du parc social. Et c'est un travail qui a vraiment intéressé les maires, de pouvoir visualiser, comprendre comment est occupé leur parc social et comment le parcours résidentiel peut se réaliser ou pas dans leur commune en fonction des différents types de résidences qu'ils connaissent sur leur propre territoire. Et donc la loi NOTRe qui ajoute des missions complémentaires, ça, je l'ai évoqué également rapidement, le transfert de compétences du département à la métropole, donc le FSL pour ce qui concerne le logement. Alors juste pour compléter votre information, nous avons également opéré le transfert depuis le département de la prévention spécialisée de la délinquance et du fonds d'aide aux jeunes, donc 2 compétences qui sont maintenant portées par le service en charge de la politique de la ville. Donc, pour mettre en œuvre ces missions, la métropole est délégataire des aides à la pierre. Bon, elle agit pour le compte de l'État, ça vous le savez. Je suppose que bon nombre d'entre vous sont déjà dans ce cas de figure. Et dans le cadre du transfert des services de la ville de Nice, la métropole gère donc les dossiers logement pour le compte de la commune-centre. Le service logement, c'est un guichet unique en quelque sorte, hein, puisqu'on a à la fois le budget de la métropole en termes d'habitat, de logement et de renouvellement urbain, et celui de la politique de la ville. La ville de Nice, plus spécifiquement du coup pour les questions relatives au logement, bien que ce qui signifie, plus concrètement, que la commune de Nice continue à intervenir sur le financement du logement locatif social, à la fois en termes de production, de réhabilitation, pas sur le parc privé ou de manière très, très marginale. Les communes sur le parc privé interviennent à travers des aides aux façades, par exemple. Et nous sommes sur les aides plus traditionnelles en lien avec l'ANA. Et donc, le budget de l'État qui nous est délégué est celui de l'ANA. Voilà, donc on a l'avantage du coup de présenter aux acteurs du territoire, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, du coup, un guichet unique, ce qui facilite quand même leur démarche. Et le partenariat quotidien, notre partenariat dans le cadre du service logement et de la mise en œuvre de la politique de l'habitat sur le territoire, ce sont bien évidemment tous les bailleurs sociaux, les promoteurs, les propriétaires privés, l'État, l'ANA, le PF PACA, je le citais tout à l'heure, le PA en charge de l'aménagement de la plaine du Var et les 49 communes de la métropole. Et j'oublie les architectes et autres partenaires naturels. Donc notre PLH, il est en cours de révision. On est en phase, je le disais tout à l'heure, d'élaboration du document d'orientation. C'est la phase un peu sensible
où l'on discute des objectifs en matière de production de logements. On travaille en cohérence avec le PLU métropolitain qui vient de définir des objectifs de croissance, un objectif de croissance démographique. Il faut savoir qu'on est sur un territoire qui était plutôt stable, voire pour la commune de Nice qui perdait des habitants lors des derniers constats, lors des derniers recensements INSEE jusqu'en 2011. Là, il semblerait que la situation bouge un peu. Mais bref, il a été décidé par les élus dans le cadre du PLD du PLUM de retenir un objectif de croissance démographique annuel de 0,15%. À partir de là, on a pu définir les besoins en termes de construction neuve et d'habitat à partir du point de bord, du desserrement des ménages, enfin des grands classiques, qui est évalué à 2300 logements par an en construction neuve à l'échelle du territoire, avec bien entendu des spécificités de chacun des territoires de la métropole. Juste pour bien se caler sur les chiffres, les objectifs PLH 2010-2015 étaient de 1268 logements locatifs sociaux chaque année. La loi SRU qui nous impose, puisque territoire tendu, 25% de logements locatifs sociaux par rapport aux résidences principales. En termes de bilan d'objectifs annuels, cela se traduit par 3045 logements locatifs sociaux pour la métropole sur la période triennale qui s'est achevée là, et 3900 logements locatifs sociaux sur la période triennale qui est en cours, qui vient de démarrer 2017-2019. Voilà, et là vous pouvez mettre en relation le projet de territoire avec la croissance démographique souhaitée par les élus, la traduction en construction neuve et les chiffres constatés dans le cadre du diagnostic de notre PLH, un rythme de permis de construire chaque année de l'ordre de 2010 logements sur la période 2010-2015. On construit 2010 logements sur le territoire de la métropole et on a cet objectif en logements locatifs sociaux de 3900. Sachant que sur le diagnostic du PLH montre également qu'en termes de production de logements locatifs, on a fait de réels efforts dans la mesure où on a agréé chaque année, en moyenne, 1165 logements locatifs sociaux. Voilà. Donc, tout type de produits confondus, 2010 logements. Le logement locatif social, 1165 chaque année. Ce qui, en termes de livraison, est assez significatif. On est à 38-40% des livraisons en logement locatif social. Donc voilà, le PLH en cours d'élaboration, je le disais à l'instant. Sur le parc privé, on est en délégation pleine et entière, hein, c'est-à-dire que le service logement s'est doté de moyens humains avec une équipe spécialement dédiée au parc privé et à l'instruction des dossiers. Donc deux instructrices qui sont là pour l'instruction des dossiers de l'ANA, je dirais de manière classique, une chargée de mission sur les dossiers un peu plus transversaux et qui intervient également sur l'aire d'accueil des gens du voyage, et un chef de service, un responsable de pôle, ainsi qu'une assistante. Voilà, tout ce petit monde est très occupé par nos dossiers dans le cadre du parc privé, puisqu'on a une très très forte activité avec deux opérations, un programme d'intérêt général qui porte sur l'ensemble des 49 communes de la métropole, et une OPA-RU qui concerne la ville de Nice, le quartier de la Gare, dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Donc on a fait le choix d'internaliser totalement, je dirais, cette délégation. Et ça se passe plutôt bien, même si parfois on discute sur les objectifs qui nous sont un peu assignés par l'ANA ou l'ADREAL, si on a eu quelques gros sujets d'inquiétude l'année dernière, notamment sur les enveloppes déléguées, etc. Pour en revenir au sujet qui était évoqué tout à l'heure sur la police du maire et son éventuel transfert à la métropole, nous n'avons pas souhaité nous engager dans cette voie, enfin les maires ne l'ont pas souhaité. La commune de Nice est dotée de son SCHT, pardon. Il y a une deuxième commune, c'est la commune de Cagnes-sur-Mer qui en est dotée également. Et il n'a pas été souhaité mutualiser les moyens dans la mesure où ce transfert
ne nous permettait pas de nous doter des moyens réels pour être efficaces sur le sujet. Dans les autres communes, il n'y a pas d'agence spécifiquement dédiée sur le sujet. Donc, et on avait un autre problème qui est la notion de distance. La proximité des maires nous a semblé importante à maintenir sur ce sujet de l'insalubrité, notamment dans les villages de montagne, où il nous semblait délicat que la métropole se positionne sur un sujet qui est malgré tout un sujet de très grande proximité. Et les maires ont souhaité de toute façon conserver cette prérogative. Donc en termes de méthode, le maire de Nice a fait 2 opérations en cours, 2 programmes en cours, avec deux opérateurs spécialisés qui sont Citémétrie pour le programme d'intérêt général et Urbanis pour l'OPARU de centre-ville. Donc ce sont 2 dispositifs qui fonctionnent bien. En tout cas, le PIG est vraiment victime de son succès, puisque l'an dernier, nous n'avions pas assez de crédit, pas obtenu assez de crédit de l'ANA, et on a pu obtenir une enveloppe complémentaire. L'intérêt, c'est qu'on est vraiment dans la proximité et qu'on agit sur tout le territoire. Comme je le disais tout à l'heure, on a trois secteurs géographiques avec des fonctionnements de marché extrêmement différents. Et l'intervention sur le parc privé nous permet d'être présents aussi dans les communes du haut pays, dans les communes de montagne. C'est là où, proportionnellement, on a beaucoup de résultats, notamment en direction des propriétaires occupants très modestes, confrontés à une double problématique, celle de la précarité énergétique et celle de l'adaptation au vieillissement, puisqu'on a constaté dans le cadre du diagnostic et de différentes analyses statistiques qu'on a pu faire, que la population du haut pays est très vieillissante et relativement pauvre. Donc une véritable légitimité à intervenir dans ce sens-là aussi sur ce territoire. Et sinon, on retrouve aussi, là dans les centres urbains et sur Nice peut-être plus particulièrement, la problématique des logements dégradés et de l'habitat insalubre. Alors, on a également mis en place le conventionnement sans travaux. Donc, on communique de manière assez importante sur le sujet en direction des propriétaires bailleurs pour les encourager à conventionner. Bien évidemment, comme nous sommes en territoire tendu, on intéresse parfois à la marge, mais on arrive quand même à agréer à conventionner au titre du parc privé en conventionnement social et très social, 80 à 100 logements chaque année, ce qui contribue à améliorer bien évidemment l'offre en logement social sur le territoire. On a tout le panel aujourd'hui pour accompagner les propriétaires bailleurs qui sont soit un peu frileux, soit ne souhaitent pas s'engager parce que le process est toujours un peu long et compliqué. Dans la mesure où on a un opérateur sur place, les gens sont pris par la main du début à la fin et les résultats sont assez satisfaisants. Particulièrement, je dirais que ça marche aussi dans les communes où les élus sont bien investis et sont des relais de la métropole et des relais de l'opérateur. C'est-à-dire que les élus sont au premier rang, arrivent à convaincre les propriétaires qui nous contactent ensuite et on met en œuvre la mécanique qui va bien. La conférence intercommunale du logement, donc on l'a installée le 7 avril 2016. Elle réunit bien évidemment tous les acteurs du logement social. Elle est co-présidée par le préfet et le président de la métropole. Elle a pour objectif d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques liées au logement social. Là, on est dans le cadre de l'article 97. Et elle nous confie donc la gouvernance de la politique d'attribution des logements sociaux. Et c'est là où j'évoquais tout à l'heure la difficulté. On était un petit peu, non pas prudent, mais on a avancé à un rythme relativement sage vis-à-vis des communes pour faire en sorte qu'elles soient vraiment acteurs du dispositif. Donc la CIL est composée, j'imagine, à l'instar sans doute de ce qui s'est fait dans vos territoires pour ceux qui l'ont déjà installé. Donc le problème, c'est le nombre de membres. C'est tout de suite très important compte tenu du nombre de communes. Donc c'est difficile d'en faire une vraie séance, de faire de cette instance une instance de travail.
On a le collège qui est composé des maires et d'un représentant du département, le collège plus opérationnel avec les bailleurs sociaux, Action Logement, l'ex-pacte Solia, et le troisième collège avec les acteurs à caractère plus social, et des membres à voix non délibérative, mais qu'on a souhaité associer aux travaux de la conférence. Donc la conférence, pour la rendre un petit peu opérationnelle, on l'a scindée en différentes commissions, les deux principales étant la commission en charge de la gestion de la demande et de l'information du demandeur. Donc elle est opérationnelle, elle fonctionne, on a déjà eu 5-6 réunions de cette commission, et aujourd'hui on est en phase d'installer de manière très concrète le service d'accueil et d'information du demandeur, avec la création d'une maison de l'habitant qui sera installée plutôt dans le centre de Nice, à proximité des transports en commun, facilement accessible, à destination de l'ensemble des demandeurs de logement qui souhaiteront être accueillis. Parallèlement, les communes se sont engagées également à conserver un minimum de proximité et de services d'accueil, puisqu'elles le font déjà. Aujourd'hui, on est à l'étape où elles adhèrent au système national d'enregistrement de la demande. La métropole a déjà délibéré en décembre et les communes sont en phase d'adhésion et de délibération pour se constituer réellement en tant que service instructeur d'enregistrement. Donc voilà. Et parallèlement, on travaille sur le plan partenarial de gestion et d'information du demandeur qui sera présenté au courant 2017 aux instances de la métropole. Donc on a eu de nombreuses discussions avec les communes qui ont été très vite convaincues, je dirais quand même, de l'intérêt de ce dispositif. Ça a été l'occasion aussi de leur présenter de façon très concrète la manière dont s'organise la demande de logement locatif social sur le territoire, et je pense que ça leur a apporté un éclairage un peu nouveau, parce qu'elles n'avaient qu'un prisme de la demande de logement social, c'est celui tel qu'il s'exprimait sur leur propre commune, bien évidemment très partiel, et ne correspondant pas non plus forcément à ce qu'on a retrouvé, nous, dans l'analyse du fichier du SNE. Donc ça a été un éclairage assez intéressant, et elles ont, je pense, assez vite intégré l'intérêt pour elles d'être acteurs et partie prenante du dispositif un peu plus global. Ensuite, la commission 2, elle traite des orientations en matière d'attribution. Elle rédige le document cadre, enfin elle rédigera le document cadre qui va formaliser les orientations en matière d'attribution, et donc la fameuse convention qui ne s'appelle plus donc d'équilibre territorial. Elle est installée, cette commission, et on va la réunir prochainement en reprenant le travail sur l'occupation du parc social de manière un peu plus fine, un peu plus précise, et sur les parcours résidentiels au sein de la métropole. Voilà, donc c'est une réflexion qui est en cours, et j'espère bien qu'on pourra avancer dans les délais impartis, puisque cette fameuse convention est censée être approuvée et validée en même temps que les futures conventions des programmes de renouvellement urbain, tout étant lié, tout dans le cadre du contrat de ville métropolitain. Voilà, donc ce qu'on a souhaité, ce que les élus ont souhaité, c'est faire de cette conférence intercommunale une véritable instance dynamique qui est force de proposition sur le thème du logement et de la mixité, mais c'est aussi de partager les diagnostics, d'améliorer la connaissance du fonctionnement du parc social, la compréhension de la demande de logement social et l'accompagnement, bien évidemment, de l'élaboration du PLH numéro 3, le tout étant parfaitement articulé, je dirais. Pour ce qui concerne le FSL, donc, on a eu quelques temps de discussion avec le département pour définir les compétences qui seraient transférées et les conditions dans lesquelles elles seraient transférées. Donc on a obtenu du département de travailler sur 3 exercices budgétaires pour établir le montant des moyens qui nous seraient transférés, c'est-à-dire les exercices 2013, 2014, 2015, les exercices budgétaires de ces 3 années. Pourquoi ? Parce qu'à partir après 2013, la participation du département sur les compétences sociales qui nous ont été transférées avait été sérieusement revue à la baisse, le département étant confronté à des difficultés
budgétaire importante du fait de la baisse des droits de mutation notamment, et des dotations de l'État, a fortement impacté certaines de ces politiques sociales, dont celle relative au logement dont elle s'est finalement totalement désengagée, et les autres compétences telles que la prévention spécialisée et le fonds d'aide aux jeunes. Donc, en travaillant sur une moyenne sur 3 exercices budgétaires, on a pu sauver, je dirais, des moyens qui nous permettent aujourd'hui de fonctionner correctement. Sur le plan des moyens humains, on a établi des ratios pour regarder comment on se répartissait l'activité du FSL à l'échelle du département et en déduire l'activité sur le territoire de la métropole. Donc ce sont 8 agents du département qui nous ont été transférés et qui ont intégré le service logement au 1er janvier de cette année. Pour l'instant, on n'a pas souhaité bouleverser complètement les lignes et le règlement intérieur, pardon. On se laisse l'année pour améliorer autant que possible le dispositif, voir s'assurer de la cohérence de son fonctionnement par rapport à notre politique en matière d'attribution. Qu'est-ce qu'on va prioriser à terme? Est-ce qu'on va prioriser l'accès au logement? Est-ce qu'on va prioriser le maintien dans les lieux? Avec quel type de dispositif? Quel niveau d'aide? Est-ce que l'on doit être absolument psychorigide sur pardon du terme, mais sur tout ce qui concerne les plafonds de revenus, les niveaux de loyer, etc. Enfin, comment on va aborder ce sujet du FSL dans l'ensemble de la stratégie de l'habitat de la métropole, à la fois du point de vue du fonctionnement du parc social, mais aussi du point de vue du fonctionnement du parc privé et des dispositifs que l'on met en place pour améliorer l'offre en logement locatif abordable. Voilà, donc aujourd'hui, le FSL, c'est le classique avec les dépenses liées à l'entrée dans un logement, les dettes de loyer, charges comprises, et les factures d'énergie. On met en place, on va redévelopper, je dirais, le partenariat avec les fournisseurs d'énergie, de façon à travailler en cohérence avec ce qu'on a déjà en place dans le parc privé sur la précarité énergétique et les autres fluides, je pense à l'eau en particulier. Voilà, donc le département conserve bien évidemment sa compétence FSL sur le reste du territoire. On essaiera quand même d'avancer de façon la plus harmonisée possible, hein, pour autant, sauf si on découvre de grosses divergences, des divergences trop importantes, pour éviter une trop grosse inéquité de traitement au sein du département entre un demandeur qui habite à Saint-Paul-de-Vence ou Vence, par exemple, pour citer un cas assez extrême. Voilà, alors, bon, ça se termine comme ça, désolé. Je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, pour vous, la première, vous pouvez préciser le nombre de personnes affectées par... Alors, pardon, je n'ai pas entendu. Alors, je répète, c'est une première question qui vous demande si vous pouvez préciser le nombre de personnes affectées par pôle. Oui, je peux revenir sur la diapositive. Alors, le pôle sont des petits pôles. Hein. Le pôle développement, c'est une personne, hein, en charge de tout ce qui est effectivement relationnel avec l'EPF et travaille en lien avec le PLUM. Le pôle PLH, c'est également une personne. Le pôle conférence intercommunale du logement, c'est également une personne avec un apprenti là, qui nous accompagne sur 2 ans. Et voilà, mais à terme, parce que je ne suis peut-être pas allée assez loin dans la précision, mais à terme, dans ce pôle, on aura la maison de l'habitant et les moyens humains qui seront dédiés à l'accueil des demandeurs de logement. Sachant que nous allons intégrer les moyens humains qu'avait conservé la ville en matière de traitement de la demande. Donc 6 agents qui devraient intégrer la maison de l'habitant. Et on discute avec les organismes HLM, toujours par rapport à la création de cette maison de l'habitant. Le plus gros bailleur social va nous mettre à disposition au moins 2 salariés. C'est Côte d'Azur Habitat, pour être clair, l'office public qui est maintenant métropolitain d'ailleurs depuis le 1er janvier. Et les autres bailleurs vont contribuer sous la forme d'une petite quote-part financière déterminée en fonction du poids de leur parc dans la métropole. Voilà, donc on a un pôle là qui va se constituer de manière un peu plus sérieuse avec de vrais moyens à la clé. Pour le parc privé, je l'ai dit tout à l'heure, on a 2 instructrices ANA, mais qui sont des agents métropolitains.
une assistante, donc un secrétaire, un responsable de pôle et une chargée de mission. Donc 5 personnes, mais qui ne font pas que le parc privé, puisque j'évoquais tout à l'heure l'aire d'accueil des gens du voyage, qui mine de rien occupe pas mal aussi. Le pôle parc public, il est composé de deux personnes qui sont plutôt en charge de l'instruction, une assistante de 5 personnes avec le chef de service logement qui fait à la fois le rôle de chef de service logement, mais qui assure aussi le rôle de pilotage du parc public. Et pour le pôle FSL, donc je le disais tout à l'heure, 8 personnes, 8 agents à temps plein, hein, avec un responsable de pôle et 6 agents en charge de l'instruction et une adjointe. Très bien, je vous remercie. Alors, une autre question qui dit, vous dites avoir détaillé les possibilités de parcours résidentiel sur votre territoire. Concrètement, sur quels indicateurs avez-vous mesuré cela? Alors, déployer, je ne pense pas que je vais avoir utilisé ce terme. On y travaille là. Ce qu'on a regardé aujourd'hui sur le parcours résidentiel, on est en territoire très tendu. Donc, le parcours résidentiel, c'est un enjeu, bien évidemment, mais aujourd'hui, il est un peu coincé. Il est un peu coincé parce que le parc social est ce qu'il est. Il est un peu plus de 11%. On a un parc privé locatif qui est du coup très important et qui joue quelque part, qui joue un rôle important dans les mobilités résidentielles, mais un peu par défaut, je dirais, avec un public qui parfois est relativement captif, compte tenu des niveaux de loyer qui sont pratiqués dans le parc privé. Et ensuite, autre élément important, toujours par rapport à la tension du marché, les prix de sortie du logement neuf, en moyenne, il reste quand même à 5 200 €. Donc, quand on dit qu'on a détaillé les possibilités de parcours résidentiel, je me suis peut-être mal exprimée. Ce qu'on constate, nous, c'est que le parcours résidentiel, il est plutôt en panne. Et ce qu'on souhaite, à travers le PLH et tous les dispositifs qu'on mobilise sur le territoire, c'est l'améliorer à travers l'amélioration de l'offre en logement abordable au sens un peu général du terme, que ce soit l'accession sociale, le parc public, bien évidemment, et le conventionnement dans le parc privé. Voilà, donc on n'a pas d'indicateur précis aujourd'hui, et c'est dommage parce que justement, on en parlait tout à l'heure avec les communes, mais bon, ça aurait demandé des moyens un peu différents. J'aurais aimé, moi, dans le cadre de l'étude d'élaboration du PLH, pouvoir travailler sur des monographies relatives au parcours résidentiel pour avoir une lecture un peu plus fine de la manière dont ça fonctionne. Il n'y a pas moyen de le faire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. A priori, oui. Je vous remercie, Madame Delmotte. Je rappelle à nos participants à distance qu'ils peuvent poser leurs questions via le module de chat, et on va passer à la présentation de Madame Sabine Laurent, en espérant que tout se passe bien au niveau du micro. Madame Laurent, est-ce que vous m'entendez? Madame Laurent. Ah. Madame Laurent, vous nous entendez? Donc on avait établi des tests techniques avec Madame Laurent. Madame Laurent. On n'avait pas de web caméra, mais on avait bien le son. Parfait. Vous entendez, Madame Laurent? Oui, vous entendez. Est-ce que vous m'entendez? Alors, vous êtes directrice Habitat pour la communauté SCO Vallée de Seine, et je vais vous laisser faire votre présentation. Je rappelle également nos participants qui peuvent poser leurs questions en direct. Je vous en prie, Madame Laurent, c'est à vous. Bon, surtout si vous ne m'entendez plus, vous me faites des grands signes et je m'arrête immédiatement. Hein. D'accord. Donc beaucoup de choses ont été dites pendant cette conférence. Donc moi, il m'appartient de conclure en quelque sorte. J'ai intitulé ma présentation d'un PLH à l'autre, un exercice de la compétence habitat qui se complexifie. Alors voilà, c'est pas pour inquiéter nos auditeurs, mais j'ai le sentiment que bien qu'on devienne plus mûr sur les questions d'habitat,
On gagne en visibilité, on gagne en crédibilité. Pour autant, les choses ne sont pas plus simples en termes d'exercice de la compétence. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Je vais y revenir tout au long de la présentation. D'abord l'exercice de la carte postale, Caux-Vallée de Seine, ça se situe en Normandie, c'est situé entre Le Havre et Rouen. Caux-Vallée de Seine est né de la fusion de 3 communautés de communes en 2008. Caux-Vallée de Seine est devenue communauté d'agglomération au 1er janvier 2016 et s'est encore élargie au 1er janvier 2017. Donc là, on atteint notre taille critique, 50 communes, 77 777 habitants. Bon, le territoire est assez vaste, 575 km², relativement rural, il se répartit autour d'une zone urbaine industrielle très forte, la pétrochimie est très importante sur notre territoire. Et puis une zone plus rurale et touristique autour de Côte-Bec-en-Caux, Saint-Vendry, Villequier, voilà, ça sont peut-être des noms de localités qui parlent davantage. Voilà, bon, on est la première intercommunalité du département de Seine-Maritime par le nombre de nos communes, et 3e par la population et la richesse fiscale. Je poursuis, puisque je n'ai pas vu de grands signes qui me disent qu'on ne m'entend plus, c'est qu'on m'entend toujours. Donc la montée en puissance en matière d'habitat, effectivement, elle s'est faite sur une dizaine d'années, je dirais, avec un premier PLH 2003-2007 qui n'était pas opérationnel, mais qui avait le mérite de poser un cadre de réflexion commun. Le deuxième PLH en 2010-2015, lui a vraiment été a marqué une progression sur la volonté des élus de s'approprier la compétence habitat, et qui donc ce PLH a vraiment scellé le rapprochement entre les territoires, les 3 communautés de communes qui fusionnaient. Et on est à présent sur un 3e PLH 2016-2021 qui lui doit explorer de nouveaux champs d'action. Donc pour autant, les jeux d'acteurs sont pas plus simples en fait. On pourrait s'imaginer qu'au fur et à mesure qu'on gagne en maturité, les choses sont plus simples et que tout ça peut devenir une balade, une simple pas du tout. Et je dédie un petit peu cette intervention à une communauté de communes qu'on a rencontrée récemment, qui est une communauté de communes voisine de la nôtre, qui commence à s'approprier de la compétence habitat et qui était un petit peu déroutée par la complexité de l'exercice. Donc c'est pour ça que dans mon intervention, je l'aborde un petit peu différemment de ma collègue de Nice. Je vais plutôt l'aborder d'un point de vue des jeux d'acteurs en interne et en externe. Donc en interne, au sein de la communauté d'agglomération, rien que le positionnement du service habitat dénote une certaine des tiraillements, une fluctuation, parce qu'effectivement, quand on travaille sur l'habitat, on travaille forcément sur le développement durable, qui est l'objet d'un autre service, mais quand même, on est amené à travailler sur le développement durable, en lien étroit avec l'espace info-énergie. On doit travailler à la fois avec l'ADEME et l'ANA, qui n'ont pas forcément les mêmes logiques d'approche. La rénovation thermique du parc social, même chose. Comment est-ce qu'on l'aborde? Est-ce qu'on l'aborde d'un point de vue très technique, donc un peu avec d'un point de vue très conseillé info-énergie, ou bien d'un point de vue plus social? Et le programme d'intérêt général que nous menons, enfin on est à notre 3e, est vraiment à la jonction entre ces différents éléments. Ensuite, on a une thématique vie sociale très forte. Donc là, de nouveau, c'est une thématique qui appartient à un autre service avec lequel on travaille de façon très étroite. Donc, ce service gère les gens du voyage, qui est évidemment une action du PLH, mais qui n'est pas gérée par le service habitat. Ah oui. Les résidences des personnes âgées, c'est aussi une problématique qui est gérée par des collègues d'un autre service qui s'occupe davantage des seniors et de la politique à mener vis-à-vis des seniors. La politique d'attribution du logement social, même chose, ça concerne, ça va nous repositionner vis-à-vis des autres services. Avant, on s'occupait beaucoup de bâtir et de construction neuve. On était très préoccupé de la production de logements sociaux. Aujourd'hui, on va davantage regarder, les occupants,
les parcours résidentiels, les loyers. Voilà, c'est ce qui fait que finalement, culturellement, on va s'intéresser davantage aux thématiques sociales. Et enfin, la troisième grande thématique qui concerne la planification, l'aménagement. Et là, on est davantage en lien avec nos collègues qui sont à la manœuvre pour les plans locaux d'urbanisme, qui sont à la manœuvre pour les orientations d'aménagement, accompagner des lotissements. Donc même chose, ça donne lieu à des discussions en termes d'exigences de mixité, de recentrage urbain. Et je dirais que chacun, on est issu d'une culture un petit peu différente, donc voilà, j'ai bien indiqué des tiraillements parce que quelquefois ce sont des tiraillements au sein de la structure et le positionnement dans l'organigramme qui fluctue, en effet. On a été au départ, le service habitat était rattaché à la planification, aménagement. Ensuite, il a davantage été rattaché à la vie sociale et aujourd'hui, l'EIE, donc l'espace info-énergie et l'espace habitat, ne forment plus qu'un. Donc, on va vers peut-être des façons de travailler différentes. Donc, voilà, je voulais insister sur le fait qu'en interne, c'est quelque chose qui n'est pas figé. La façon d'exercer la compétence habitat, elle varie. C'est la même chose vis-à-vis de nos partenaires extérieurs. Et c'est vrai que le positionnement, voilà, tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des communautés facilitatrices, des communautés, on a différents profils de communautés de communes. Et je suis d'accord avec ma collègue de Nice, on peut se reconnaître dans plusieurs profils parce qu'en fait, à différents moments de notre histoire, on se trouve dans des positions un petit peu différentes selon les sujets. Donc j'ai pris quelques sujets qui semblent un petit peu illustrer ce propos. Si on regarde la lutte contre l'habitat dégradé, on constate que la communauté Caux-Vallée de Seine est très engagée depuis 2008 sur ce sujet. Et puis, petit à petit, le département de Seine-Maritime a mis en place des comités locaux habitat dégradé. Donc c'est très bien, ça représente une avancée pour nous parce qu'au moins ça a le mérite de mettre autour de la table des partenaires qui ne se parlent pas toujours d'habitude. Voilà, on a la CAF, on a les travailleurs sociaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, c'est toujours le problème de qui fait quoi concrètement sur le terrain. Quand on est face à une situation d'habitat dégradé, est-ce que c'est au maire d'être en première ligne? Est-ce que c'est à l'opérateur du PIG, le bureau d'études qui accompagne les élus dans le programme d'intérêt général? Est-ce que ce sont les services de l'État? Est-ce que ce sont les techniciens? Nous, on a une approche plutôt sur le bâti, à travers le PIG. Les travailleurs sociaux du département vont bien sûr davantage s'intéresser aux occupants. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie des rodages à trouver et qui n'est pas toujours évident au quotidien. Le deuxième sujet sur lequel je voulais insister, c'est celui des aides à la pierre. Donc évidemment, on a la délégation des aides à la pierre depuis 2011. Et quand on dresse le bilan, c'est définitivement une bonne chose. On n'a aucun regret là-dessus. On a pris cette délégation des aides à la pierre et on est vraiment content de l'exercer. Simplement, régulièrement, il faut se reposer la question, qu'est-ce qu'on veut en faire? Et il se trouve qu'on n'est pas toujours dans la même philosophie, peut-être que les services de l'État, que les bailleurs, ou voilà, les services de l'État ont un peu ce dogme du logement social. Dans la programmation, il faut afficher un certain pourcentage de logements sociaux. Sauf qu'on est sur un territoire, voilà, contrairement à Nice, nous on est sur un territoire plutôt détendu où les demandes de logements sociaux sont assez vite satisfaites. Et les bailleurs font le même constat d'ailleurs que la Caisse des dépôts et consignations, disent peut-être qu'on a beaucoup construit et qu'il faut veiller à ce qu'on ne crée pas de vacances dans le parc. Donc voilà, réfléchissons. Est-ce que construire du logement social, c'est une fin en soi? Voilà, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas considérer comme acquis, quoi. Quelque chose une question qu'il faut se poser. Troisième sujet, l'attribution des logements sociaux. Donc là, je pense que on a beaucoup insisté précédemment sur le fait que c'était un changement de culture pour les EPCI. On est tous assez d'accord là-dessus pour dire que on est sur une compétence qui était exercée traditionnellement par les communes, un sujet auquel les maires tiennent.
Et malgré tout, on y va tranquillement parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet. Donc nous, on a lancé l'élaboration de notre plan partenarial. Sitôt le décret paru, en fait, on a lancé l'élaboration du plan partenarial en se disant qu'on allait d'abord essayer de tirer parti des bonnes pratiques de certaines communes, essayer de les propager, en travaillant sur les niveaux d'accueil, les niveaux d'information avec les mairies qui n'ont pas toujours les outils. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'approche qu'on a voulu avoir, qui est pas toujours l'approche, voilà, l'approche qu'on essaie de partager avec les bailleurs, qui eux ont leur propre logique, on le comprend bien. Donc là encore des réglages à trouver. Enfin, dernier sujet, et voilà, je veux pas non plus, je me rends compte que le temps est compté et qu'on arrive en fin de conférence. Je pense que l'attention des uns et des autres peut peut-être être moins forte. Donc je vais pas prendre trop de temps, mais sur le FEDER, je trouve que c'est encore un dernier exemple qui nous montre, qui nous laisse un peu perplexes sur le FEDER et notamment les aides à l'amélioration thermique des logements. On était un petit peu déconfits parce qu'en fait, on a été très peu associés. Quand je dis on, c'est les EPCI de manière générale, très peu associés à la façon dont le règlement des aides a été élaboré. Et on peut pas vraiment parler d'une logique collective. On a essayé de peser avec les bailleurs pour avoir notre mot à dire, mais en fait, voilà, ça c'est une petite déception, mais réelle. Il y avait là quelque chose, des aides disponibles, et on avait envie de travailler tous ensemble, mais ça n'a pas été possible. Donc voilà, c'est vraiment effectivement sur la compétence exercée par plusieurs niveaux de collectivité, on voit bien que ça crée des difficultés, au quotidien, quand même, très très opérationnelles. Enfin, je voulais conclure quand même en faisant peut-être en tirant un coup de chapeau, en donnant un coup de chapeau à nos élus, parce qu'en fait, l'habitat, ça reste un portefeuille très complexe pour les élus, et on en discute bien sûr avec nos homologues des autres EPCI, et donc chacun est conscient que c'est très technique, que ça suppose une grande disponibilité, et donc si je devais ajouter quelque chose sur la compétence habitat, et qui n'a pas été tellement dit pour le moment, c'est que ça nécessite vraiment un fort portage politique et vraiment un investissement du vice-président en charge de ces questions. Sans cet investissement, je pense qu'on n'avance pas si bien. Donc j'ai repris une citation de notre vice-président à l'habitat de 2010 à 2014, qui avait coutume de dire « La communauté doit être un manager et mettre de l'huile dans les rouages pour éviter l'écueil de la confrontation ». Depuis, on a changé de vice-président. On a eu une vice-présidente, Claudine Saval, de 2014 à 2017, qui, elle, était davantage préoccupée par l'approche sociale de l'habitat. Donc, elle a forcément imprimé sa marque à la politique de l'habitat. On a pris des habitudes de travail différentes, et c'est sans doute une bonne chose, compte tenu de ce que nous demandent les services de l'État à présent. Voilà. Et récemment, la semaine dernière, nous avons changé de vice-président à nouveau. Donc nous travaillerons dorénavant avec un vice-président qui s'appelle Yves Delaune et qui, lui, est beaucoup plus investi sur les questions d'économie d'énergie, territoire à énergie positive. Donc je pressens qu'on va de nouveau peut-être avoir une orientation beaucoup plus forte sur les économies d'énergie, sur la rénovation thermique du parc. Et voilà, je pense qu'en conclusion, on peut pas ignorer le fait que ce sont quand même nos élus qui impriment leur marque à la politique de l'habitat, et qu'effectivement des élus impliqués, ça permet d'avancer, plus sûrement. Merci beaucoup de votre attention. J'aurais simplement une question, parce que cette intervention est très illustrative justement de toute la délicatesse qu'il y a à avoir dans l'incarnation de cette compétence habitat. Au-delà des propos de vigilance que vous venez de tenir, sur quelle question la valeur ajoutée communautaire est la plus évidente localement ? C'est vrai que c'est pas simple de. Je dirais que sur le projet de territoire, sur l'idée que
Finalement, c'est un petit peu ambivalent finalement. Les élus ont l'impression de connaître leur territoire en termes d'habitat, de logement. Quand on leur présente un diagnostic, leur première réaction, c'est toujours de dire on le savait. Mais en réalité, je ne pense pas qu'ils partagent tellement les problématiques habitat. Et je pense que le moment du diagnostic du PLH, où on leur présente un petit peu les tenants, les aboutissants en termes d'habitat, et où vraiment ils sont obligés de réfléchir à 47 communes et de se dire, voilà, moi, si je construis à cet endroit, si j'oriente ma politique de l'habitat de telle façon, ça va avoir telle incidence sur les voisins. Ça, c'était le moment, je trouve, le plus important. Où on passe finalement d'une époque où chacun faisait son lotissement avec son promoteur dans son coin, et essayait d'attirer ses locataires dans son parc social, à un moment où vraiment je trouve qu'ils réfléchissent à ces questions ensemble. Et du coup, quel que soit le sujet, on arrive à travailler tous ensemble. Moi, je pense qu'elle est là, la valeur ajoutée. Alors, je remercie Madame Delmotte, Madame Laurent pour leur intervention à distance, ainsi que Madame Catherine Edeff et Madame Delpech. Je remercie également nos participants qui étaient très nombreux en ligne. Notre prochain rendez-vous dans le cadre du cycle des Jeudis de l'Habitat aura lieu jeudi 23 février à 10h30 et aura pour objectif de faire le point sur la loi égalité et citoyenneté et la réforme des attributions. Je rappelle à nos participants à distance qu'ils peuvent dès à présent remplir notre sondage afin de préciser leurs choix et leurs demandes.